Ce soir-là, l'atmosphère était lourde de tension. À moins d'une heure du début, l'émission de Cyril Hanouna, l'une des plus suivies en France, se préparait à accueillir une personnalité de poids, Jean-Luc Mélenchon. Après des mois de refus catégoriques, il avait enfin accepté l'invitation. L'enjeu était de taille. Dans sa loge, Cyril ajustait sa chemise, les yeux fixés sur les notes soigneusement préparées par son équipe. Les récentes déclarations de Mélenchon sur la politique étrangère avaient semé la polémique à travers le pays, et Cyril le savait, ce face-à-face serait explosif. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. « Tu es prêt pour ce soir ?» demanda Valérie, sa productrice, d'une voix calme mais teintée d'une légère inquiétude. « Comme jamais !» répondit Cyril avec un sourire en coin. C'est une occasion rare d'inviter quelqu'un qui se dit amoureux de la France, tout en critiquant systématiquement tout ce qu'elle entreprend. Dans une autre loge, Mélenchon répétait mentalement ses arguments. Il savait que le plateau de Hanouna serait hostile, mais il n'avait pas peur. Sophie, son attachée de presse, le regardait avec appréhension. « Vous êtes sûr de vouloir y aller? Vous connaissez sa manière de faire. » « Justement, » intervint Mélenchon, « c'est le moment. Il est grand temps que quelqu'un lui tienne tête, devant des millions de Français. Notre démocratie mérite mieux que ce cirque où l'indignation remplace le débat. » À 20 heures précises, le générique résonna dans le studio. Les applaudissements éclatèrent, et Cyril fit son entrée, rayonnant d'énergie. Le public, déjà en effervescence, attendait avec impatience la confrontation. « Bonsoir à tous, et bienvenue pour une émission exceptionnelle. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un invité qui divise la France comme peu savait le faire. » annonça Cyril, lançant un regard défiant vers Mélenchon. Les caméras balayèrent le plateau avant de s'arrêter sur l'invité. Jean-Luc Mélenchon, stoïque, le visage impassible, faisait face à l'animateur avec calme et détermination. « Jean-Luc Mélenchon, merci d'être là. Beaucoup pensaient que vous n'oseriez pas venir, » lança Cyril avec une pointe de défi. « Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous, » répondit Mélenchon d'une voix mesurée. « J'ose toujours défendre mes convictions, quel que soit le contexte. » Les premières minutes furent étonnamment courtoises. Les deux hommes se jaugeaient, testant la résistance de l'autre. Le public attendait, suspendu, la première étincelle qui déclencherait la véritable confrontation. Et cette étincelle arriva quand Cyril, avec son habileté bien connue, sortit une tablette et fit défiler plusieurs citations de Mélenchon. « Alors, Jean-Luc, expliquez-nous comment vous pouvez prétendre représenter les Français en qualifiant notre diplomatie de servile et déconnectée. » L'atmosphère changea en un instant. Le visage de Mélenchon se ferma. « Ce que je critique, Cyril, ce ne sont pas les Français ni leur pays, mais certaines décisions prises en leur nom. Aimer la France, c'est aussi vouloir qu'elle soit fidèle à ses valeurs, » rétorqua Mélenchon, sa voix devenant plus ferme. Cyril, sentant l'instant propice, se pencha en avant, cherchant à pousser son invité dans ses retranchements. Mais, quand on aime vraiment son pays, est-ce qu'on le dénigre systématiquement devant le monde entier? Les chroniqueurs autour du plateau acquiescèrent vigoureusement, réagissant presque immédiatement. Le piège se refermait. Le studio semblait soudain trop petit pour contenir la tension croissante entre les deux hommes. Les caméras, comme des témoins silencieux, captaient chaque micro-mouvement, chaque micro-expression. Mélenchon, qui refusait de céder, répliqua d'une voix plus forte. « Critiquer le gouvernement, ce n'est pas manquer de respect à son pays. C'est précisément parce que j'aime profondément la France que je refuse de me taire quand ses principes sont bafoués. » Cyril, dans un éclat de rire théâtral, brisa l'intensité du moment. Mais le silence qui suivit rendit le rire presque insoutenable. Ah, l'amour de la France. Parlons-en. N'est-ce pas vous qui avez refusé de chanter la Marseillaise lors d'un événement officiel? Le public murmura, partagé entre l'étonnement et l'attente. Mélenchon prit au piège, serra les poings, mais ne perdit pas son calme. Vous mélangez tout volontairement, Cyril. Le patriotisme ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle on chante, mais aux luttes qu'on mène pour défendre les valeurs fondamentales de notre nation. Une jeune chroniqueuse, à l'extrémité du plateau, se leva soudainement pour intervenir, ajoutant au chaos. « Comment pouvez-vous parler d'amour de la France quand vos alliés sont précisément ceux qui nous menacent ?» La tension monta d'un cran. Mélenchon, bien qu'ébranlé, ne se laissa pas intimider. « La diplomatie, Cyril, ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas une question de choisir un camp par principe, mais de défendre l'inter. Et de la nation, avec intelligence. » Cyril, qui sentait le moment décisif approcher, se pencha lentement en avant, sa voix devenant presque un murmure. « Jean-Luc, regardez-moi dans les yeux. Pouvez-vous affirmer, ici et maintenant, devant tous ces Français, que vous placez l'intérêt de notre pays avant vos convictions idéologiques ?» Un silence total envahit le plateau. La caméra zooma sur le visage de Mélenchon. Une goutte de sueur perla sur sa tempe, trahissant l'intensité du moment. Le public, retenant son souffle, attendait la réponse qui pourrait tout changer. L'émission battait son plein, l'atmosphère électrique. Cyril Hanouna, implacable, scrutait son invité, Jean-Luc Mélenchon, prêt à en découdre. Ce soir-là, tout se jouait dans cet échange décisif. L'animateur ne lâchait rien, il n'était pas question de détourner les questions.
Il avait cette lueur dans le regard, cette énergie implacable qui ne laissait aucun répit à son interlocuteur. Mélenchon, toujours aussi assuré, répliquait avec une passion intacte, refusant de se laisser piéger dans les jeux d'apparence. « Vous êtes insultant, Cyril. Toute ma vie politique témoigne de mon engagement pour les Français !» s'écria-t-il, sa voix tremblant à peine sous le coup de l'émotion. Mais Cyril, comme toujours, n'était pas du genre à reculer. « Ce n'est pas ce que je vous demande, Jean-Luc, » rétorqua-t-il d'une voix ferme. « Je vous demande simplement, est-ce que la France passe avant votre idéologie ?» Un silence lourd tomba dans le studio. Les regards des millions de téléspectateurs se figèrent, suspendus à ce moment précis. Des murmures circulaient dans le public, certains se faisaient plus bruyants, les réseaux sociaux s'embrasaient déjà. La tension était palpable. Finalement, Mélenchon, ne se laissant pas déstabiliser, répondit avec calme. « La vraie question, Cyril, est de savoir quelle France nous voulons. Une France fidèle à ses valeurs d'égalité et de fraternité, ou une France qui abandonne ses principes pour des intérêts économiques à court terme ?» Cette réponse, bien que calculée, fit mouche. Le public éclata en applaudissements. Mais Cyril, implacable, n'était pas là pour accepter des esquives. « Voilà une belle esquive !» s'exclama-t-il, se tournant vers l'audience. « Vous, grand orateur que vous êtes, vous ne pouvez même pas répondre à une question simple. » Mélenchon, visiblement agacé, se pencha en avant, son regard plus perçant que jamais. « Vous confondez délibérément spectacle et débat démocratique, Cyril. Et c'est précisément ce genre de dérive qui nuit à notre pays. » L'émission, pourtant bien entamée, semblait se renforcer à chaque échange. Aucun signe de fatigue chez les deux hommes. Bien au contraire, le duel les galvanisait, chaque phrase devenant une flèche politique. Cyril, prêt à en découdre davantage, fit défiler ses dossiers avec une solennité calculée. « Parlons de choses sérieuses maintenant », annonça-t-il, feuilletant un dossier qu'il exhiba devant les caméras. Un silence lourd envahit le studio. « J'ai ici des documents très intéressants concernant vos prises de position sur nos forces armées », ajouta-t-il, le ton incisif. Le public tendu attendait. Mélenchon, légèrement moqueur, souffla. « Encore des manipulations ? Allez-y, Cyril. J'ai l'habitude de vos méthodes. » Mais Cyril, implacable, ne fléchit pas. Il brandit plusieurs feuilles devant les caméras. « Ce ne sont pas mes méthodes, Jean-Luc. Ce sont vos propres mots. » Et il enchaîna. « Lors de votre discours à Marseille l'an dernier, vous avez dit, je cite, « Nos interventions militaires extérieures sont une aventure néocoloniale, coûteuse et inutile. » Le studio se secoua. Les spectateurs, choqués, secouèrent la tête, murmurant entre eux. Mais Mélenchon, imperturbable, répliqua avec calme. « Sortir une phrase de son contexte, Cyril, est la technique la plus vieille du monde. J'ai critiqué spécifiquement certaines opérations menées sans mandat international clair, pas l'ensemble de notre politique de défense. Ce que je refuse, c'est l'interprétation malhonnête de mes propos. » Cyril, plus perçant que jamais, se tourna vers un homme en costume sombre à l'extrémité de la table, le général Marchand, ancien militaire reconverti en commentateur. Il lui demanda « Général, que pensez-vous de ces propos ? D'un responsable politique français qui parle ainsi de nos soldats qui risquent leur vie chaque jour ?» Le général, d'une voix grave, ajusta sa cravate et répondit avec solennité. « J'y vois un manque profond de respect pour ceux qui servent notre pays. Nos hommes et femmes ne sont pas des pions dans un jeu idéologique. » Mélenchon, visiblement énervé, secoua la tête. « C'est précisément parce que je respecte nos soldats que je refuse qu'on les engage dans des conflits mal définis, aux objectifs douteux. Le vrai respect, Cyril, c'est de ne pas exposer inutilement leur vie. » L'émotion commençait à prendre le pas sur la raison. Les arguments devenaient plus vifs, les échanges plus tendus. Cyril, n'hésitant pas à remettre une couche, se lança dans une nouvelle attaque, déterminé à pousser son invité dans ses retranchements. « Et quand vous suggérez que la France devrait quitter l'OTAN, pensez-vous vraiment à la sécurité des Français ?» La question fusait, percutante. Mélenchon, sans hésiter, répondit, mesurant chaque mot. « L'indépendance stratégique a toujours été une force de notre diplomatie. De Gaulle lui-même l'a défendue. » Cyril, tout en levant les bras au ciel, se moqua gentiment. « Ah, voilà que vous invoquez De Gaulle maintenant. Le même De Gaulle qui a toujours défendu une France forte et respectée. Pas une France qui s'excuse d'exister. » La salle éclata en applaudissements. Mélenchon attendit calmement que le bruit retombe avant de répliquer. « Vous déformez l'héritage gaulliste pour l'adapter à votre narrative, Cyril. De Gaulle prônait notre indépendance de jugement et d'action, pas un alignement aveugle. » Un chroniqueur impatient intervint sans attendre l'autorisation, ajoutant avec un sourire en coin « Mais cette indépendance, monsieur Mélenchon, ne risque-t-elle pas d'isoler complètement la France dans un monde de plus en plus dangereux ?» L'atmosphère monta d'un cran. Après une courte pause publicitaire où les réseaux sociaux s'enflammèrent de part et d'autre, Cyril reprit la parole, un sourire glacial sur les lèvres. « Reprenons, si vous le voulez bien. Jean-Luc, depuis le début de cette émission, vous esquivez mes questions directes. Ne croyez-vous pas que les Français méritent mieux que ça ?» Mélenchon inspira profondément. Son expérience lui dictait la prudence, mais quelque chose dans l'attitude de Cyril, ce défi permanent, l'incitait à ne pas se laisser faire.
L'atmosphère dans le studio était électrique, une tension palpable flottait dans l'air comme si chaque mot prononcé pouvait être une étincelle. Cyril Hanouna, fidèle à sa réputation, scrutait son invité, Jean-Luc Mélenchon, avec une intensité presque dérangeante. Ce que les Français méritent, Cyril, c'est un véritable débat. Pas un show médiatique où les questions sont conçues pour piéger, lança Mélenchon, sa voix pleine d'indignation. Un silence lourd s'installa dans la salle. Cyril, implacable, répliqua d'un ton presque blessé, une main sur le cœur. Mais enfin, je vous offre simplement l'opportunité de clarifier vos positions. N'est-ce pas ce qu'un homme politique responsable doit faire? À cet instant, les chroniqueurs, comme par réflexe, hochèrent la tête en parfaite synchronisation, approuvant sans réserve. Une jeune femme aux cheveux courts, visiblement déterminée, prit la parole. « Monsieur Mélenchon, n'avez-vous pas récemment déclaré que certains symboles nationaux étaient, je cite, « dépensés et inadaptés à la France moderne ?» Mélenchon, avec fermeté, répliqua « Jamais je n'ai tenu de tels propos. C'est une citation inventée de toutes pièces. » Cyril, tapotant nerveusement sur sa tablette, fit mine de trouver quelque chose. « Pourtant, j'ai ici un article qui vous attribue cette phrase, » dit-il, triant frénétiquement les documents. Mais Mélenchon, d'un geste rapide, l'interrompit. « Montrez-le-moi. Je veux voir cet article. » Un silence s'installa dans le studio. Cyril, mal à l'aise, hésita, puis, avec un geste vague, annonça « Nous retrouverons cela après la pause. Mais parlons plutôt de votre position sur l'Union européenne. N'est-ce pas contradictoire de défendre la souveraineté nationale tout en soutenant des institutions supranationales ?» Mélenchon, un sourire désabusé aux lèvres, répondit avec calme « Vous changez de sujet, Cyril, parce que vous savez que cette citation est fausse. Quant à l'Europe, ma position a toujours été claire. Je suis pour la coopération entre nations souveraines, pas pour la soumission à une technocratie déconnectée. » Le ton monta d'un cran. Les caméras captaient chaque micro-expression, chaque geste de frustration. Les téléspectateurs, suspendus aux lèvres des deux hommes, étaient captifs de ce duel verbal qui ne faisait que monter en intensité. Soudain, Cyril se leva, théâtral, comme pour accentuer son exaspération. « Jean-Luc, regardez les Français dans les yeux, » dit-il en pointant la caméra. « Comment pouvez-vous prétendre les représenter quand vous remettez en question tout ce qui fait l'essence même de notre nation ?» Ce fut la provocation de trop. Mélenchon, se levant à son tour, dominant Cyril par sa stature imposante, répliqua avec une voix forte « Ça suffit, Cyril. Depuis 1 heure, vous déformez mes propos, vous me coupez sans cesse la parole, vous ne me laissez même pas m'exprimer. Ce n'est pas du journalisme, c'est du harcèlement médiatique. » Le studio tout entier retenait son souffle. Jamais un invité n'avait osé défier l'animateur vedette aussi frontalement. Cyril, d'un ton plus acerbe, lâcha brutalement « Tu ne respectes plus la France », abandonnant le vouvoiement avec une rapidité déconcertante. Voilà ce que pensent des millions de Français en te voyant. Mélenchon, sans perdre une seconde, répondit avec acuité. Et toi, Cyril, respectes-tu le débat démocratique? Ce passage au tutoiement marquait un tournant indéniable dans l'émission. La confrontation devenait plus personnelle que jamais. Le silence qui suivit était lourd, presque insoutenable. Les chroniqueurs, d'habitude si prompts à intervenir, restaient muets, conscients d'être témoins d'un moment télévisé qui entrerait dans les annales. Cyril, plus calme, reprit la parole, mais son ton était désormais différent, presque intime. Jean-Luc, je ne comprends vraiment pas comment un homme qui a consacré sa vie à la politique peut-il être aussi déconnecté des préoccupations réelles des Français? Mélenchon, après une pause de réflexion, répondit lentement « Tu crois sincèrement que ce que tu fais ce soir représente leurs préoccupations? Ces questions biaisées? Ces accusations sans fondement ?» Un murmure parcourut l'assistance. L'échange avait pris une tournure profondément personnelle. « Je leur donne une voix », insista Cyril, frappant la table de sa main avec force. À tous ceux qui en ont marre de voir leur pays critiqué par ceux qui devraient le défendre. Mélenchon enfin se rassit, ajustant sa cravate d'un geste machinal, comme pour marquer une pause dans cette joute verbale. Tu confonds patriotisme et aveuglement, Cyril. Aimer son pays, c'est vouloir qu'il soit le meilleur possible, pas fermer les yeux sur ses erreurs. Pour la première fois, un silence plus lourd s'installa, non plus celui de la confrontation, mais un silence plus réfléchi, plus profond. Comme si, à cet instant précis, les deux hommes venaient d'exposer le cœur même de leur désaccord, un désaccord qui, peut-être, divisait toute la France. Une chroniqueuse plus âgée, silencieuse jusque-là, prit la parole avec douceur. N'est-ce pas là tout le paradoxe de notre époque? Cette incapacité à concilier un regard critique, nécessaire à l'amélioration, et l'amour sincère du pays? Ce commentaire sembla percer à la fois la cuirasse de Mélenchon et de Cyril. Ils échangèrent un regard furtif où surprise et reconnaissance se mêlaient. Peut-être, admit Cyril, son regard soudainement plus introspectif. La sincérité qui émanait des mots de Cyril surprit tout le monde. Un silence lourd s'installa dans le studio, comme si une nouvelle dynamique venait d'émerger de cette confrontation. Peut-être avons-nous tous deux raison d'une certaine manière,
dit-il lentement, les yeux fixés sur Mélenchon. Peut-être que la France a besoin à la fois de ceux qui la défendent, telle qu'elle est, et de ceux qui imaginent ce qu'elle pourrait devenir. » Cette phrase, teintée de réflexion, résonna dans l'air, marquant une rupture avec l'intensité qui avait précédé. Mélenchon, d'abord pensif, laissa échapper un léger sourire. « C'est probablement la première chose sensée que tu as dite ce soir, Cyril, » répliqua-t-il avec un ton moins acerbe. Un rire, presque libérateur, parcourut le studio. La tension qui semblait avoir atteint son apogée se dissipa soudainement et même le public parut soulagé par cette trêve inattendue. Mais Cyril, retrouvant rapidement sa verve, n'abandonna pas son point de vue. « Cela dit, lança-t-il avec une lueur de défi dans le regard, je maintiens que certaines de tes positions sont dangereuses pour notre pays. » Un silence de plus se fit entendre, une pause avant que Mélenchon ne réponde, sans l'animosité d'avant. « Et je maintiens que ta manière de faire de la télévision est dangereuse pour notre démocratie. » Mais quelque chose avait changé. La hargne des échanges précédents semblait s'être dissipée. Les dernières minutes de l'émission prirent une tournure totalement imprévisible. Ce qui avait commencé par une joute verbale féroce se transforma lentement en une sorte de débat philosophique. Les deux hommes, bien que toujours en désaccord, se lancèrent dans une réflexion presque intime sur la nature de l'engagement patriotique et les défis de la démocratie moderne. Un échange qui, loin d'être uniquement un affrontement politique, semblait se tourner vers quelque chose de plus profond. Alors que le générique de fin commençait à défiler, la caméra s'attarda sur les deux figures emblématiques de la scène médiatique et politique française. Elles ne s'étaient pas réconciliées, bien sûr. Leur vision de la France restait fondamentalement différente. Mais il y avait eu un changement. Un respect tacite qui semblait avoir émergé de cette confrontation. La tension qui avait marqué les premiers instants de l'émission laissait place à une sorte de reconnaissance silencieuse. Les jours qui suivirent, l'émission devint le sujet de conversation principal dans les cafés, dans les salles de rédaction, et même lors des dîners familiaux à travers tout le pays. Chacun y voyait ce qu'il voulait y voir. La victoire de son champion, la défaite de l'adversaire, ou pour certains, un rare moment de vérité dans un paysage médiatique souvent superficiel. La France, fidèle à elle-même, continuait ses débats passionnés, ses désaccords profonds et son cheminement complexe entre tradition et renouveau, entre préservation et transformation. Et c'était peut-être là, dans cette lutte incessante pour une vision partagée, que résidait la véritable grandeur de la nation. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1950 à Tanger, au Maroc, dans une famille d'origine ouvrière. Son père, Roger Mélenchon, était un cheminot français, et sa mère, Augusta, était d'origine espagnole. À l'époque, le Maroc était encore une colonie française, et la famille vivait dans cette région où de nombreux expatriés français résidaient. Les premières années de la vie de Jean-Luc ont donc été marquées par un environnement particulier, celui d'une famille modeste, vivant dans un pays en transition vers l'indépendance. Jean-Luc Mélenchon passera une partie de son enfance à Tanger avant que la famille ne décide de revenir en France, alors qu'il n'a que 7 ans. En 1957, la famille Mélenchon s'installe à Paris, plus précisément dans le quartier populaire de la ville, à l'arrondissement 18e. Le retour en France fut un moment charnière dans la vie de Jean-Luc, qui a dû s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, et surtout à un contexte socio-économique plus difficile, celui des classes populaires de la capitale. À Paris, Jean-Luc Mélenchon fréquente l'école primaire et se distingue rapidement par ses qualités intellectuelles. Son amour pour les livres et les études est évident dès son plus jeune âge. Cependant, malgré ses capacités, il vit dans un milieu modeste, et ses parents doivent faire face à de nombreuses difficultés financières. Jean-Luc est donc élevé dans un contexte où les valeurs de travail et de lutte pour un avenir meilleur sont essentielles. Très tôt, Jean-Luc Mélenchon montre un intérêt pour la politique, bien que son engagement ne soit pas immédiatement évident. C'est pendant sa scolarité au collège et au lycée qu'il commence à se forger des idées plus claires sur ses opinions politiques. Il devient un lecteur passionné, notamment des grands auteurs et penseurs politiques. Ses premières lectures alimenteront ses futures réflexions et son engagement dans la vie publique. Jean-Luc Mélenchon fait ses études secondaires dans un lycée parisien où il excelle dans les matières littéraires. Le jeune homme est particulièrement attiré par la philosophie et c'est à ce moment-là qu'il découvre des auteurs comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Cette période de sa vie est marquée par une remise en question intellectuelle profonde et un désir de comprendre les inégalités sociales et politiques. C'est aussi au lycée qu'il fait la rencontre d'autres jeunes qui partageront ses idées et l'encourageront à s'engager davantage dans la sphère politique. Après le baccalauréat, Jean-Luc Mélenchon entre à la faculté de lettres de l'Université de Paris, où il poursuit ses études dans un environnement qui nourrit sa réflexion et son esprit critique. Il devient membre actif des mouvements étudiants, notamment dans le cadre des événements de mai 68. Bien que cette période de mai 68 le marque profondément, il ne s'y engage pas pleinement, préférant observer et réfléchir à ce que ces événements signifient pour l'avenir de la société française. Les premières années de l'adolescence et de l'âge adulte de Jean-Luc Mélenchon ont donc été profondément influencées par son environnement familial et scolaire.
Ces années ont été celles de la formation de ses premières idées politiques, de ses réflexions sur la justice sociale et les inégalités, ainsi que de la naissance de son engagement en tant qu'homme politique. Bien que la période de son enfance ait été marquée par une certaine pauvreté et des difficultés sociales, elle lui a également offert un terrain fertile pour développer son sens critique et son désir de changer la société. Ainsi, l'enfance de Jean-Luc Mélenchon, bien que marquée par des difficultés matérielles, a été celle de la construction de ses idéaux, de sa vision du monde et de son engagement futur. Son expérience en tant qu'enfant d'immigré, élevé dans un milieu modeste, a façonné son parcours politique et son discours, en particulier son attachement aux valeurs de solidarité et de justice sociale.